On va interdire les armes nucléaires juridiquement et on va engager leur élimination parce que les États ne vont pas pouvoir résister à la pression et parce que les États sont censés déjà commencer à éliminer leurs arsenaux nucléaires. Donc, pourquoi ils sont censés? Parce qu'en fait, vous avez tout un tas de règles de droit international qui existent. La plus fameuse étant, peut-être vous connaissez ce nom-là, le traité de non-prolifération nucléaire. Je pourrais revenir par la suite dessus. Mais vous avez plein d'autres règles juridiques, morales, politiques qui ont été créées par l'ONU, qui sont créées par des organisations parlementaires qui ont un vrai pouvoir, qui sont créées par le Comité international de la Croix-Rouge et qui ont un impact véritablement fort. Et donc, nous avons obtenu la création d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, qui s'appelle le TIAN, en langue française, après une petite dizaine d'années de travaux et de création de cette campagne que je représente. Brièvement, en fait, ce traité repose sur les droits de l'homme, le droit international humanitaire, et a un article principal, différents articles, qui est donc l'interdiction. Alors, outre l'interdiction classique d'utiliser l'arme nucléaire ou de la fabriquer, elle interdit aussi ce qu'on appelle la menace de l'emploi d'armes nucléaires. Vous savez, c'est ce fameux mot qu'on vous dit tout le temps. Derrière la menace de l'emploi d'armes nucléaires, c'est la dissuasion nucléaire, en fait. Vous savez, tout le temps, on vous dit mais nous appliquons une politique de dissuasion nucléaire. Jeudi prochain, Florence Parly se rend à l'île Longue. L'île Longue, c'est là où il y a les sous-marins nucléaires, pour célébrer la 500e patrouille d'un sous-marin. Et donc, on va parler de dissuasion nucléaire. Et dans dissuasion nucléaire, ils vont vous donner la définition qu'en fait, c'est faire peur à l'autre. C'est expliquer à l'autre que si jamais tu nous attaques, nous, comme on a des gros muscles, tu en perdras tout l'intérêt. Ça, c'est la définition officielle gouvernementale. La suite de la définition, c'est que, en fait, en réalité, en permanence, on menace de tuer des populations civiles. C'est-à-dire que lorsque le président Macron, mais c'est la même chose pour ceux qui l'ont précédé, ont été conscients, dans les jours qui ont suivi son investiture, ont vu des sites, des plans de frappe, ont vu que Moscou pouvait être détruit. Je ne sais pas quand il était à Moscou pour la finale de la Coupe du Monde, s'il a fait un lien sur les deux. On a vu que Ekaterinbourg pouvait être détruit, Shanghai, et donc que derrière ces noms de villes, il y avait des populations civiles, des hommes, des femmes, qui, selon le droit international humanitaire, qui est la base de la diplomatie française normalement, et de la diplomatie de tous les grands États, ne doivent pas être affectés par la guerre. Alors pourquoi il faut finalement sortir de cette logique de la dissuasion? C'est ce que nous appelons la nouvelle ligne Maginot du XXIe siècle pour essayer de se donner des schémas, des idées pour pouvoir avancer. Vous savez, la ligne Maginot, c'est cette fameuse idée entre la Première et Seconde Guerre mondiale de se dire, pas de souci, on va éviter que les Allemands nous attaquent, on va faire une grosse ligne de bunkers et de canons braqués sur l'Allemagne tout le long de notre frontière, et comme ça, on a continué un peu du côté de l'Italie aussi, on l'oublie souvent, on sera tranquille. Sauf que les Allemands n'ont pas été totalement idiots. Exactement, madame, ils sont passés par la Belgique. Et bien là, on a la même problématique. C'est que c'est quelque chose de puissant, de gros, qui coûte énormément d'argent, qui est censé faire peur, mais dont aujourd'hui on voit un nombre de failles extrêmement important. Et parmi ces différentes failles, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas seulement nous, ONG, expertise, qui expliquons ces différentes failles. Parmi ces différentes failles, vous avez par exemple aujourd'hui quelque chose qui n'existait pas, où personne ne parlait il y a 10 ans, c'est tout ce qui touche à la cybertechnologie. On pourra revenir dessus plus tard. Mais vous avez des hauts responsables politiques et militaires qui ont reconnu qu'il y avait des angles morts de plus en plus larges. Et ces hauts responsables politiques et militaires, ce n'est pas seulement des gens du parti, on pourrait penser forcément anti-nucléaire, les Verts par exemple. Non, c'est Alain Juppé en 2009. C'est Michel Rocard en 2009. C'est un général d'armée aérienne avec qui je travaille qui s'appelle Bernard Norlin. Ces gens ont compris que la dissuasion nucléaire n'était pas quelque chose qui nous protégeait, qui protégeait la population, puisque basiquement déjà, elle nous menace, alors que les armes des autres nous menacent aussi. Donc évidemment, la réalité des dangers du XXIe siècle, c'est le premier d'entre eux, le réchauffement climatique, c'est le terrorisme, c'est le cyberguerre qui peut menacer directement tout ce qui est au niveau de la dissuasion nucléaire, l'introduction de virus, soit dans des systèmes de commandement, soit même dans des missiles qui feraient qu'ils ne fonctionnent pas. Vrai ou faux, en juin 2016, vous savez, de temps en temps, les sous-marins, les États font des essais de missiles nucléaires.
Et la Grande-Bretagne fait un essai de missiles nucléaires. La Grande-Bretagne loue ses missiles, c'est-à-dire qu'elle prend les missiles aux États-Unis et donc il y a un système de location. Et donc elle fait un essai pour voir si tout fonctionne bien. Donc les missiles, ils sont pris au niveau de la Floride et le sous-marin, en fait, a tiré de la Floride en direction de l'Europe. Bien sûr, il n'atteint pas l'Europe. Sauf que quand ils ont tiré le missile il est parti du côté de la Floride, du côté des États-Unis. Bien sûr, il n'y a pas d'armes nucléaires dedans, hein. Donc ils ont compris immédiatement, ils l'ont détruit. Vrai ou faux, un certain nombre d'articles britanniques ont posé la question de savoir s'il y avait eu introduction d'un virus dans ces missiles et qui donc remettrait en cause la possibilité de les utiliser. On sait qu'aujourd'hui, des hackers ont pu s'introduire de différentes façons dans des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, par exemple. Donc un sous-marin, il est sous l'eau, vous n'avez pas besoin d'un câble pour qu'on vous envoie un virus. Par simples ondes, nos portables peuvent être aujourd'hui totalement piratés. Donc, comme vous l'avez vu, il n'y a que deux types de fins. Soit nous les utilisons, soit nous arrivons à les éliminer. C'est pour ça que la question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez agir. Vous pouvez agir auprès de vos parlementaires directement. Vous pouvez leur envoyer des emails. Vous pouvez aller le voir ici. Vous pouvez aller voir votre maire. Je vois que monsieur le maire est là. Je lui en ai parlé juste avant qu'il soit là. Il existe un réseau international de maires qui s'appelle les Maires pour la Paix, créé en 1984 par le maire d'Hiroshima et par le maire de Nagasaki, qui ont pour ambition aujourd'hui 8000 villes à travers le monde, 150 en France, il y a une branche française, qui ont dit en fait quelque chose de tout simple. Les maires, ils ont quoi comme boulot? Vous me direz si je me trompe, hein, monsieur le maire. C'est d'assurer la sécurité de leur population. Sécurité aujourd'hui environnementale, à 40 ans on n'y pensait pas trop. Sécurité de l'emploi, sécurité publique. C'est pour ça que il y en a des villes qui se dotent de police municipale, les gendarmeries sinon. Sécurité sanitaire, mais aussi la sécurité finalement vis-à-vis de potentiellement toute catastrophe. Les armes nucléaires sont destinées à être utilisées sur des villes. C'est pour ça que des maires ont décidé de s'engager et d'expliquer à leur population, de travailler avec elle, de faire remonter l'information auprès de leurs parlementaires, ministres, autres élus, sur cette problématique-là. Donc ça, c'est une autre action que vous pouvez réaliser. De nouvelles actions aussi que vous pouvez réaliser, c'est vous tourner vers les banques. Et oui, aujourd'hui, les banques ont toujours investi, prêté de l'argent à des entreprises d'armement. Clairement, aujourd'hui, c'est une de nos cibles d'importance majeure. Et avec ce traité, on a un atout majeur. Dans ce traité, il y a une interdiction de financement. Par exemple, les banques, aujourd'hui, 99% des banques à travers le monde, je vais dire 90% des banques à travers le monde, mais en tout cas 100% des banques occidentales ne financent pas une entreprise qui potentiellement voudrait fabriquer des armes chimiques ou biologiques, par exemple. Elles ont des règles, c'est-à-dire qu'elles ont adopté, il y a un traité international qui interdit les armes chimiques, je m'y plie, dans ma politique d'investissement, je ne prête pas d'argent à ce type d'entreprise. Et les banques, pour l'instant, continuent de prêter de l'argent à des entreprises qui fabriquent, non pas l'arme nucléaire en elle-même, mais le missile dans lequel on va loger l'arme nucléaire. Donc sans missile, pas de possibilité d'utilisation. Donc on se tourne aujourd'hui vers les banques pour leur expliquer que dans le cadre de leur politique de responsabilité sociétale des entreprises, vous savez, c'est la version industrielle de ce qu'on appelle le développement durable, les banques, aujourd'hui, font en sorte d'être de plus en plus éthiques. Je sais, le mot éthique et banque ne rime pas toujours correctement, mais en tout cas, un certain nombre de banques avancent quand même. Et par exemple, la BNP a investi depuis 2014 un peu plus de 8 milliards de dollars dans les entreprises d'armement qui fabriquent des armes nucléaires. Nous sommes allés voir la BNP à 2 reprises, en avril pour nouer le dialogue et en septembre, il y a 3 semaines, pour leur dire que voilà, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir changer votre politique d'investissement dans le secteur de la défense. Vous n'avez pas le choix parce que nous, à ICANN, on est présent dans une centaine de pays à travers le monde. Parce que dans ces centaines de pays, vous avez des représentations bancaires et nous, on va commencer à faire du bruit. Les banques, elles n'aiment pas quand on fait du bruit. Les banques, elles n'aiment pas quand vous commencez à détruire leur image. Parce que vous devez être conscient que l'image fait rapporter beaucoup d'argent. Et on leur a expliqué quelles sont les étapes. Parce qu'on sait évidemment qu'un changement de politique ne se fait pas en quelques jours, mais il y a un processus qui se met en place, et c'est là-dessus.
Et cette banque nous a répondu qu'actuellement, elle ne changerait pas de politique, mais donc en tout cas que le jour où le traité d'interdiction des armes nucléaires, c'est-à-dire fin 2019, donc c'est demain, dans un an, allait être en vigueur, elle serait dans l'obligation d'y penser très fortement. Et pour lui montrer que c'est faisable, on a des grandes banques internationales qui ont déjà agi dans ce sens-là. Vous avez la Deutsche Bank, banque allemande, vous avez la banque belge KBC, qui est une des grandes banques belges, qui ont agi et qui ont pris des mesures et qui dorénavant, dans leur politique sectorielle de défense, vont arrêter tous les investissements dans des entreprises qui peuvent fabriquer des systèmes d'armes nucléaires. Vous avez les fonds de pension également. C'est vrai qu'en France, les fonds de pension, on est un peu moins concernés que dans un certain nombre d'autres États, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une prise de conscience internationale. Donc le plus grand fonds de pension au monde, c'est le fonds de pension norvégien, qui gère un peu plus de 1000 milliards de dollars par an, c'est des sommes astronomiques, qui a décidé de retirer et d'arrêter tout investissement dans ce type d'armes. Vous avez le plus grand fonds de pension néerlandais, 300 milliards par an, qui a pris cette décision en janvier. Et tout ça, c'est arrivé parce qu'on a obtenu ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Voilà les premières étapes, les premières choses que vous pouvez faire. Vous informer, poser des questions. Je vous assure que si vous envoyez un email à vos parlementaires, ça aura un impact. Parce que moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, souvent, les parlementaires, en fait, me disent mais il n'y a pas de débat en France. Vous pouvez aussi demander aux journalistes de vos différentes localités d'essayer d'écrire des articles ou autres. Et donc, plus d'emails, plus d'informations ou de petites lettres. Je crois qu'il y a certains membres du réseau Sortir du nucléaire ici, avec lequel nous on participe, à laquelle on a mis en place des cartes postales. Vous pouvez commander des cartes postales gratuitement, les envoyer. Ça a un impact direct. Autre action, alors là, qui est moins de votre ressort, mais pour vous montrer qu'on a avancé, évidemment, nous on fait du plaidoyer, on ne fait pas du lobbying. Le lobbying, c'est dans l'intérêt d'une personne. L'intérêt de gagner plus d'argent. Nous, le plaidoyer, donc c'est l'inverse du lobbying, c'est dans un intérêt commun. C'est-à-dire qu'on estime que c'est un intérêt commun pour tous qu'il n'y ait plus d'armes de destruction massive et on se sentira plus en sécurité. Dans le plaidoyer que l'on réalise auprès des parlementaires, on est arrivé à obtenir de nombreuses auditions ces derniers mois. La publication d'un rapport assez intéressant, je dirais même en fait c'est le premier rapport en 15 ans que je vois qui est positif. Tout d'abord parce que ce rapport, dans son introduction, débute en citant mon organisation, en citant qu'on a gagné le prix Nobel de la paix, qu'on a créé un nouveau traité d'interdiction des armes nucléaires, donc c'est plutôt quelque chose de très positif, quand dans le même temps la diplomatie française s'y oppose, mais qui surtout va créer une commission pour travailler sur ce sujet-là, et qui a décidé déjà dans 15 jours de faire un grand débat dans lequel j'ai la chance d'intervenir pour engager les parlementaires à réfléchir plus. Donc je voudrais conclure là-dessus, c'est que il est évident que ce n'est pas un chemin facile, il est évident que ça va prendre quelques années, mais il est évident qu'on a grandement avancé en moins d'une dizaine d'années. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais que vous gardiez ça à l'esprit, et je reste à votre disposition maintenant ou dans le futur par email pour communiquer avec vous, en vous remerciant.